Donc, bon, yes. Donc, on va commencer, on va continuer en français pour que tout le monde comprenne bien la chose. Enchanté, je m'appelle David Hurst. Ça fait depuis 1998 que j'habite en France. Et mon expérience précédente avant d'arriver en France, ça a créé un peu de choc de culture dans la mesure auquel entre 1996 et 1998, je ne sais pas si vous étiez tous nés à ce moment-là parce que c'était l'époque des dinosaures, mais à l'époque, je travaillais dans un club de fitness à Londres auquel il avait déjà à cette époque une dizaine de personal trainers travaillant à plein temps, faisant que du personal training à longueur de journée, en dehors de l'équipe une autre équipe qui délivrait les cours collectifs, et, une autre équipe qui faisait l'accueil, etc. Mais une dizaine de coachs qui travaillaient à longueur de journée, faisant que du personal training. Donc, vous imaginez le choc que ça m'a fait d'arriver en France, de voir très peu, voire zéro personal trainer dans le vaste majorité des clubs. Il y a encore très peu de personal trainers qui gagnent leur métier à temps plein, faisant que ça dans les clubs français. Ils sont très peu nombreux, vous allez voir les chiffres tout à l'heure. Et ça m'a fait un drôle d'effet de passer de Londres à Paris en 98. Et là, je me plongeais dans le pire des circonstances, à devoir gagner ma vie correctement et n'ayant aucun système marketing, process de service client, de vente ou de commercialisation des services de coaching dans les clubs. Et je devais tout prendre sur mes épaules pour faire en sorte que je puisse trouver ma clientèle rapidement. Mêlé à cette situation-là, j'ai dû déménager 8 fois en 10 ans. Ça veut dire que à chaque fois que j'ai déménagé, bon, j'ai une femme militaire qui fait en sorte qu'on se déplace pas mal. Et ces déplacements a fait en sorte qu'à chaque fois que je me déplace, je quitte ma clientèle en coaching et je dois redémarrer mon activité de coaching à zéro à chaque fois. Donc, bon nombre de personal trainers français passent 2 ou 3 ans pour se trouver une clientèle et qui rament et font des essais et des erreurs. Et c'est triste parce qu'on peut appliquer des process qui permettent de gagner leur vie très rapidement pour remplir leur carnet d'agenda avec plein de coaching. Et on peut le faire beaucoup plus rapidement. Chose que j'ai été obligé de faire parce que quand vous redémarrez à zéro 8 fois en 10 ans, vous êtes contraint et forcé d'appliquer des process pour y arriver, pour remplir votre carnet d'agenda dans les 3 mois qui suivent. Sinon, vous crevez de faim. Donc cette situation m'a forcé de retravailler et réimplanter les process à multiples reprises. Et par la suite de ça, j'ai passé ma vie à faire le tour du monde, à récupérer les meilleurs process britanniques, américains, néo-zélandais, australiens, provenant des meilleurs formateurs dans ces différents pays, et j'en passe, et me faisant quelques coachings par quelques bons français aussi au passage. Donc, voyons voir comment on va avancer tout ça aujourd'hui. Et ici, l'ordre du jour, on va parler de la croissance du personal training, qui n'épargne pas la France. Ce n'est pas une zone spéciale ou différente. Donc, néanmoins, on va quand même comparer les performances qu'on a sur l'Hexagone et dans l'Union européenne, tous les pays qui nous entourent, qui dépassent de loin nos exploitations actuelles. Et comment faire en sorte qu'on puisse récupérer cette retard qui nous manque et provenant des moyens de trouver des clients. Je vais vous faire un tour rapide sur les top 5 stratégies pour trouver des clients en personal training si vous désirez faire cela. Et dans un business de coaching, on ne peut pas se passer de l'expérience. Comment est-ce que le client il vit cette expérience d'avoir quelqu'un qui lui vend quelque chose et comment est-ce qu'il va vivre le service qui va par la suite, qui va influencer sa satisfaction et comment il parle autour de lui de votre service, qui fait en sorte que votre bouche à oreille soit positif ou négatif selon les méthodes ou absence de méthodes que vous pouvez employer. Donc, on va faire un petit tour déjà sur ce premier point sur la croissance du PT et l'état du marché. Et nous sommes dans un état de fait aujourd'hui auquel, déjà, est-ce que vous pouvez lever la main si vous connaissez le pyramide de Maslow?
Yes, pratiquement tout le monde. OK, donc bon, il y a un ou deux mains qui sont restées bas. Donc, juste pour dire tout simplement, c'est que le pyramide de Maslow, c'est des études faites par l'université de Harvard aux États-Unis qui démontre en quoi les méthodes de consommation du tout public ne sont pas les mêmes aujourd'hui que ça l'était dans les années 70 et ça évolue dans le temps. Donc, alors pour prendre cette évolution des besoins du consommateur, ces modalités, ces manières de consommer des services, on s'en aperçoit que on consommait à la base, il y avait des clubs de muscu, c'était restreint à une toute petite communauté. Et après, dans les années 80, on a commencé à démocratiser l'effet, à créer des cours en groupe avec le jazzercise, les aérobics. Et une fois qu'on a ancré ça, on a commencé à le professionnaliser, le process et le service avec les fameux cours Les Mills, commencer à créer des chorégraphies, une expérience cinématographique avec des podiums ou des podiums, des spots, des backdrops, un petit peu de marketing, un petit peu d'attention à l'expérience, le relief musical, etc. Et on continue à avancer encore dans le temps. Et on se trouve aujourd'hui dans notre marché actuel que les gens attendent beaucoup d'être accompagnés à travers leurs achats, dans leur expérience de leur achat, de se faire coacher et d'aider dans leur développement. Et c'est ainsi pourquoi on se trouve aujourd'hui, vous voyez sur la télé, il y a plein d'émissions de coaching. euh, Pascal le grand frère, Super Nanny, Star Academy, voilà, donc Top Chef, Cauchemar en cuisine, toutes ces émissions que vous voyez à la télé, Stéphane Plaza qui vous coach à mieux vendre votre maison, euh, toutes ces émissions sont des émissions là où se trouve autour d'une histoire d'accompagnement, là où il y a quelqu'un qui est dans une difficulté à s'épanouir et qu'il y a un grand expert qui arrive et qui aide la personne à se développer. Et la raison pour laquelle on a toutes ces émissions sur la télé, c'est déjà, il faut que ce soit en phase avec l'audimat qui donne envie aux gens de regarder. Et les gens qui regardent, ils se projettent à être la personne dans la télé. Donc faut bien comprendre que ce sont des très grosses tendances de notre marché moderne, que les gens sont dans une attente de se faire accompagner. Et lorsqu'ils ont une grande expérience là-dedans, se sont prêts à payer plus cher pour le plaisir. Et on voit les datas de croissance, donc à travers tous les pays européens, même y compris en France, il y a des grands chiffres de croissance à travers toutes les grandes enseignes. Gym Group en Angleterre, la citation c'est: la demande de personal training est croissante à travers tous les segments et démographiques des membres. Ça veut dire des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, tout le monde, tous les secteurs démographiques sont une grosse croissance de demande de personal training. Donc, on ne peut pas se permettre de se dire oui, mais dans mon club, dans ma région, les gens sont pauvres ou ce genre de choses, ça ne tient pas debout. Il y a des coachs qui marchent bien et des coachs qui marchent moins bien, mais ça dans toutes les villes. Donc, et l'essentiel, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui se fait la différence entre le coach qui marche pas bien et le coach qui marche bien? Donc, bon, il y a des processus et des manières qui sont appliquées dans un cas et qui ne sont pas dans l'autre. Voilà, donc, et c'est applicable à toutes les villes françaises. C'est pas une question de oui, ça marche sur Paris ou ça marche sur la Côte d'Azur. Non, non, ça marche partout. Donc, il n'y a pas de ville sinistrée, il n'y a pas d'endroit. Je peux vous montrer un petit peu d'autres data qui démontrent que c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de vendre moins spécifique, particulièrement moins cher parce que vous êtes en Provence ou que vous êtes dans une petite ville. Ce n'est pas le cas. Les datas européennes sont très claires là-dessus. Il y a une légère plus dans les très grandes villes, mais les zones rurales, on peut aussi vendre du coaching avec un taux respectable. On n'est pas obligé de se brader. Donc, ma réflexion, elle est suivante, c'est, OK, est-ce qu'on peut calculer quelle est la croissance, qu'est-ce qu'on peut créer comme emploi, comme activité de coaching, qui sera bénéfique non seulement pour les emplois des coachs, pour que vous puissiez gagner votre vie, mais aussi pour que les clients puissent bénéficier de meilleurs résultats, que ça puisse aussi alimenter le business des clubs de fitness. Et on s'en aperçoit, si on fait un calcul de pouce, que la France a besoin de 30 000 personal trainers.
Alors, on est loin du compte aujourd'hui, mais on a besoin d'implanter 30 000 personal trainers. Alors, vous allez peut-être rigoler un petit peu avec ma calcul de base. Non, je prends les 6 millions de Français, c'est peut-être un peu plus maintenant, qui sont déjà implantés, abonnés dans un club de fitness quelconque. Si nous ne convertissions seulement 10% de ces clients en personal training, ça veut dire qu'on a 600 000 clients en personal training. Si on prend ces 600 000 clients en personal training, on se les partage entre nous. On s'est dit, tiens, chaque coach, il va prendre une vingtaine de clients par semaine, parce qu'une vingtaine de clients par semaine, à 50, 60, 70, ou ce que vous voulez facturer. Là, vous avez largement de quoi gagner votre vie avec une vingtaine de clients par semaine. Bon, vous divisez 600 000 par 20, vous trouvez 30 000 personal trainers employés à temps plein faisant du personal training. Donc, alors, certains me disent, oui, mais David, c'est ambitieux, 10%, on n'arrive pas à les convertir, on n'arrive pas à les trouver. Néanmoins, il y a des clubs de fitness dans le monde qui font bien plus que ça. Et je ne trouve pas que ce soit trop ambitieux de se dire, tiens, je prends un club de fitness et je vais mettre en place des process commercialisation pour convertir 10% de ses clients qui payent du coaching. Et ça va rajouter beaucoup plus à l'animation du club, beaucoup plus de liens sociaux, avoir tous ces personal trainers qui gagnent leur vie avec les clients qui payent, mais aussi qui font de l'interaction sociale avec ceux qui ne prennent pas de coaching, mais qui bénéficient d'une interaction sociale avec ce personal trainer. Voilà. Alors, si vous voulez qu'on se compare avec qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, alors, désolé de vous le dire aux Français, mais on est les derniers de la classe et de très loin. Et il y a toute la classe qui est devant qui est en train de faire des tours et qui sont en train de nous doubler. Donc, vous regardez bien ces chiffres-là. Alors, cette colonne, vous voyez ici au milieu, vous avez la France a une capita population par personal trainer en exercice, ce sont des chiffres de Europe Active, de 53 000 populations par personal trainer. Alors, si vous regardez en Grande-Bretagne, en Irlande, au Portugal, Pays-Bas, Finlande, bon nombre de pays voisinants, il y a pas mal de pays qui se trouvent dans entre 2 et 4 ou 5 000 de capita population par personal trainer. Donc, ça veut dire que pour ce nombre total de personal trainers que nous avons en France, alors depuis qu'on a ces chiffres datent d'il y a 2 ou 3 ans, mais tous les pays ont dû progresser depuis, donc on peut comparer même pour même. Si on extrapole, si on faisait le même taux corrigé pour la quantité de population pour les 67, c'est peut-être 68 millions de Français maintenant, si on faisait les mêmes exploitations que nos voisins européens, voici les chiffres que nous aurions si nous faisions la même exploitation qu'en Grande-Bretagne. Ok, on aura 26 961 personal trainers en France. Si on faisait les mêmes taux d'exploitation par capita population que les Irlandais, on aura plus de 30 000 personal trainers en France. Si on faisait comme les Portugais, on sera à 24 000. Si on faisait comme les Pays-Bas, on sera à 16 000. Si on faisait comme le Finlande, on sera à 21 000. Donc, on est dans le bon ordre de magnitude. Ok, donc on n'est pas trop loin des calculs précédents. Et alors, certains vont me dire, oui, mais ces pays sont plus riches ou sont moins administrés, etc. Et ce que j'aime bien, c'est de regarder le pays au monde qui se ressemble le plus à la France. Alors, est-ce que vous savez lequel des pays au monde ressemble le plus socioculturellement, fiscalement, administrativement à la France, à tout point de vue? L'Allemagne, la Finlande, on me dit? Pas encore. Le Danemark. Pas encore. Il est à l'écran. Il y a plus de proximité entre le Portugal et la France, Ah ouais. socioculturellement, administrativement, fiscalement, à tout point de vue,
contre l'Espagne et la France. On est très loin des analyses parce que je peux vous sortir des chiffres des gens en Australie qui font près de 50% de leur clientèle dans un club qui consomme le personal training, mais vous allez me dire, oui, mais c'est en Australie, c'est super capitaliste, c'est à l'autre bout du monde, c'est à notre culture, ils ont le sport dans la... Ok, bon, prenons le Portugal, c'est beaucoup plus proche et ça nous ressemble beaucoup. Il y a une chaîne de clubs qui s'appelle Fitness Hut au Portugal, avec ses 42 clubs et 100 000 membres. Alors, je vous prie de m'excuser de ralenti des chiffres, parce que les chiffres datent de 2023. Mais déjà en 2023, il y avait 660 personal trainers à temps plein faisant que du personal training avec un niveau d'exploitation permettant de payer leur loyer au club. OK? Dans leur club. Donc, on fait le calcul. Alors, ils font plus maintenant. Ils sont sûrement à 700 ou 800 personal trainers maintenant. Mais si on prend juste ces chiffres-là sur les 42 clubs, c'est un personal trainer pour 151 membres à temps plein qui payent leur loyer dans le club. Donc, alors, ce n'est pas une question d'un cas isolé. C'est pas une question d'avoir un petit club là où il y a un super management et que le mec qui gère le club, il est super intelligent. Non, on a reproduit le process à travers les 42 clubs. Donc, alors, si on faisait cette même exploitation à un personal trainer qui exploite à temps plein et qui gagne sa vie grâce à ça pour 151 membres, si on fait ça avec la France, avec ses 6 millions de membres dans le fitness et tous les clubs faisaient pareil, on aura précisément 33 149 personal trainers rien que dans les clubs de fitness. Je ne prends pas les clubs, les coachs à domicile ou les studios coaching ou autres. OK, ou les gens qui entraînent les gens dans leur garage, etc. Donc, on peut se permettre de dire qu'il y a un gros retard à manquer, il y a du process à appliquer, il y a des choses qui ne sont pas faites, il y a des absences de procédures de ce qu'on appelle outre-Manche le personal training management pour manager et gérer et piloter l'activité de ces services. Bon, vous allez sûrement arriver à me dire, ah oui, mais David, comment on trouve les 10% de clients qui veulent bien le faire? Eh bien, il y a des méthodes qui le font et les voici. Donc, pour trouver des clients en personal training, il y a 5 grandes méthodes qui sont les suivantes. Donc, les processus du onboarding. Le onboarding, c'est quoi? C'est comment on fait en sorte pour décrire et prescrire le service lorsque quelqu'un s'abonne au club, pour lui donner envie de fréquenter des rendez-vous avec un personal trainer, pour découvrir, explorer l'idée de mettre en place un projet de suivi et avec un budget, une fréquence, une consommation et la disponibilité du client et se concorder sur le projet pour que le coach et le client se mettent d'accord. Donc, donc le onboarding, si vous voulez, pour les études de Dr. Paul Bedford, je ne sais pas si vous avez suivi mes réseaux, mais les études de Dr. Paul Bedford, il a étudié quand on fait le bon vieux, tous les clubs de fitness font le programme, entre guillemets, le programme personnalisé qu'on fait depuis toujours. Bah, quand vous faites un rendez-vous, vous faites un programme aux gens. Le nombre de clients qui restent abonnés au club 12 mois plus tard, c'est 38%. Si vous faites, au lieu de un rendez-vous, vous en mettez 4 rendez-vous, là où il y a un être humain et une interaction sociale dans le premier mois, ok, parce que la fidélisation, ça commence dès le début, hein, c'est totalement inutile de dire aux gens, oui, n'oubliez pas de revenir dans 3 mois pour refaire un programme. C'est déjà trop tard, ils ont déjà quitté le club. Donc, si on fait 4 rendez-vous dans le premier mois, on s'en aperçoit de ces gens-là et il reste 70%. 12 mois plus tard. Ok. Donc, c'est pratiquement du simple au double au niveau de la fidélité des clients dans le club. Donc, c'est un fort grand intérêt pour les managers de club de mettre en place ce genre de process là où il y a une interaction, là où on ne prend pas simplement un rendez-vous pour faire un programme, mais on fait pour lui montrer les machines, expliquer le fonctionnement du club, un rendez-vous encore collectif, un rendez-vous de consultation avec le personal trainer et un rendez-vous pour sa première séance de personal training. Et entre chaque rendez-vous, on programme des séances d'entraînement en autonomie et chaque rendez-vous puisse permettre de demander comment ça s'est passé vos séances entre deux. Et comme ça, quand il y a des difficultés, des problèmes pour le néophyte qui a
a du mal à se mettre au sport, ben, on peut l'accompagner et corriger le tir et reprendre aux questions et modifier des choses, changer des exercices ou lui apporter des éléments nécessaires pour réussir dans sa quête difficile qui est de se transformer de sédentaire en sportif, qui est quand même quelque chose de compliqué. Donc cette processus de onboarding est super important aussi bien pour le club que ça l'est pour le coach. Alors, deuxième, prospection directe sur le plateau muscu-cardio training. Dans la mesure auquel j'avais pas de marketing, j'avais pas d'onboarding quand je suis arrivé en France, ça, c'était ma première façon de générer du trafic, c'était aller rencontrer les gens. Alors, vous avez plein de gens dans un club de fitness qui pédalent tout doucement sur un vélo, qui n'osent pas faire les autres exercices parce qu'ils perçoivent que les autres exercices sont trop compliqués ou trop difficiles. Eh bien, vous allez les voir, vous allez leur serrer la main, vous allez vous intéresser à eux. Et je me suis interpellé auprès d'un célèbre consultant britannique qui s'appelle Nick Jarvis, qui a coaché la chaîne de club Holmes Place en Angleterre. Et lorsqu'il les a entraînés dans ces processus de prospection directe sur le plateau, il s'en est aperçu que sont passés de 1,7% des clients qui consommaient du personal training. Et 2 ans plus tard, cette même chaîne, il y avait 16% des clients qui consommaient du personal training. Donc, aller à la rencontre des gens, c'est vraiment primordial. Oubliez vos comptes Instagram, posez le téléphone. S'il vous plaît, les coachs sportifs, arrêtez de faire ça pendant 18 heures par jour. C'est pas ça qui gagne des clients en coaching. Je vois trop de coachs passer leur vie et ils se cachent derrière leur téléphone quand ils pourraient aller rencontrer les clients live et le contact est beaucoup plus qualitatif. OK. Donc, le parrainage, alors le parrainage, il ne s'agit pas du tout ce que font la plupart des coachs. Ils disent, oui, si tu peux m'envoyer quelqu'un, s'il te plaît, je t'offre une séance si tu me trouves un nouveau client. C'est pas une question de supplier les gens comme si on est des pauvres petits coachs qui n'ont pas de business. C'est une question de faire un levier de motivation sur la satisfaction que le client a obtenue et de s'interroger sur quel type de personne dans son entourage sera à même de vouloir faire la même chose. Et après, on a des questions de qualification. Est-ce qu'il est à proximité? Est-ce qu'il a les moyens, les budgets? Est-ce qu'il est disponible pour venir s'entraîner? Est-ce que je peux l'appeler de votre part, etc. Et on arrive à provoquer les clients de sortir leur téléphone. Oui, oui, il y a ma secrétaire Ginette qui aimerait bien se faire coacher. Elle a quelques kilos à perdre. Elle est motivée, elle gagne bien sa vie, etc. Elle est dispo pour venir s'entraîner. Vous pouvez l'appeler de ma part. Tu vois, il y a des moyens de trouver des clients de cette façon-là et les coachs en Australie analysent leurs performances, leurs chiffres clés, indicateurs de performance. Vous pouvez écrire ce que je vais dire là. C'est pour un client en personal training, il doit y avoir un parrainage. Donc, si vous êtes un coach et vous avez 5 clients en coaching, normalement, vous devrez être capable de générer 5 parrainages et trouver vos 5 prochains clients très facilement avec ces techniques. Ok. L'avantage particulier, c'est que c'est des clients qui sont le plus qualifiés, c'est-à-dire qu'ils achètent plus rapidement et plus cher. Qu'est-ce qu'on demande plus, quoi. Donc, voilà, donc savoir générer du parrainage, savoir demander vos clients de vous filer le numéro de téléphone des personnes qualifiées propices à consommer vos services, c'est relativement important. On pourrait en parler des lustres sur le positionnement marketing et aussi sur les réseaux sociaux, sachant que les réseaux sociaux, c'est la moitié d'une de ces points. Le marketing, c'est aussi le PLV sur site dans le club. Il ne faut pas oublier le vrai, le monde réel, ça existe toujours, hein, même si certains ils sont omnibulés avec leur téléphone à faire ça. Il y a d'autres choses qui existent comme le vrai monde. Donc, et cinquièmement, c'est le réseau de prescripteurs. C'est avoir un échange de renvoi de trafic entre vous et les commerçants voisins, médecins, coiffeurs, visagistes, etc. Pour que vous puissiez vous renvoyer un petit peu de trafic entre vous. Donc, une fois que vous avez fait votre acte de prescription, on se trouve ici sur une sorte d'escalier de la vente dans lesquels vous devez prendre les étapes dans l'ordre. Parce que si vous ne prenez pas les étapes dans l'ordre, vous comprenez bien que si je commence à parler de quelqu'un en matière de prospection ici,
Je commence de suite à lui dire, oui, ça vous plairait de prendre un forfait de coaching pour 12 mois, ça prend 5 000 euros. Comprenez bien qu'on a loupé quelques étapes et psychologiquement, le client il n'est pas prêt, il n'a pas encore élaboré le projet et c'est pourquoi c'est important pour lui de vous suivre. Donc, les étapes à suivre sont déjà en prospect, on trouve les gens, ok? On les qualifie. Alors, une simple étape de qualification pour savoir si quelqu'un est prêt à payer, c'est d'inclure cette discussion dans votre langage lorsque vous prenez le rendez-vous. C'est-à-dire que quand vous prenez un rendez-vous commercial avec les gens, bon nombre de coachs se trouvent face au problème de prix ou d'investissement plus tard quand ils n'ont même pas qualifié le fait que la personne est prête à investir de l'argent. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, voilà ce que je vous propose. On se prend un rendez-vous, vous m'expliquerez tout ce que vous voulez obtenir. Et moi, je pourrais mieux vous expliquer comment je peux vous aider en devenant votre coach, en m'adaptant à votre emploi du temps et à votre budget. Alors, quand je dis le mot budget, ça veut dire que quand vous venez me voir, c'est qu'on va parler pognon. Ça doit être l'objectif du rendez-vous commercial, quoi. Donc, alors, il faut rendre ça compréhensible auprès de vos consommateurs parce que si vous ne le faites pas, eh bien, c'est bien dommage parce que vous n'arrivez pas à faire ce que font tous les concessionnaires de voitures. Levez la main si vous avez acheté une voiture. Vous avez tous acheté une voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes allé acheter une voiture? Vous allez faire un tour sur une concessionnaire. Vous avez vu les voitures, vous avez vu celui qui vous plaisait, vous avez vu, c'est marqué en gros le prix de la voiture sur la pare-brise, et vous êtes allé dans le bureau du concessionnaire, et vous êtes bonjour, oui, c'est pour un renseignement, et il vous a posé deux questions, le mec. Le mec, il a dit, quel type de voiture vous cherchez? Une petite voiture pour vous garer facilement, ou vous voulez une grosse 4x4 pour aller au ski avec toutes vos affaires de ski? OK? Donc, c'est quoi le type de voiture que vous voulez? C'est quoi le projet? Et deuxièmement, c'est quoi votre budget? Pour qu'il sache vous montrer une petite marque, une grosse marque, ou qu'il sache vous montrer une voiture d'occasion, une voiture neuve. Et ça lui permet de sélectionner sur cette échelle, en fonction de votre budget, la voiture qui vous corresponde. Comme ça, il n'y a plus de problème. Enfin, il va vous proposer, il va prendre votre budget, il va dépasser un petit peu parce que, bon, dernière fois que j'ai acheté une voiture, bon, entre moi et ma femme, on s'est dit, tiens, on va prendre une voiture pour 12 000. On est sorti avec 17 000. Donc, bon, c'est normal si ça déborde le budget un petit peu. Quand tu as le coup de cœur, tu as le truc qui te plaît, quoi. Donc, voilà, donc il est nécessaire de qualifier les gens. Si vous avez affaire aux gens au téléphone, il va falloir faire rapidement une adaptation en fonction du profil psychologique du personne, parce que les gens achètent auprès des gens qu'ils apprécient et qui font confiance. Il va falloir qu'on communique dans leur méthode et non pas dans le nôtre, et ça demande une certaine adaptation de votre cadence de voix, intonation et le type de langage que vous utilisez en fonction du profil psychologique de la personne. Et ça vous permet d'avoir des meilleures relations avec des gens. Les gens vous apprécient davantage, ils achètent plus et plus cher. Une fois qu'on les rencontre, on se fait un rendez-vous commercial. Donc, il y a 5 étapes que vous allez voir ici. Donc, le contact initial, c'est de faire ami avec la personne, se faire apprécier, faire en sorte que la personne puisse exprimer pleinement son budget et ses besoins et surtout cette chose-là, le budget qu'ils peuvent dépenser. Comme ça, vous allez pouvoir par la suite lui présenter une solution. Voilà le voyage que vous allez prendre avec moi. Ça, c'est quelque chose qui permet d'aider les gens à se projeter dans l'avenir, faire en sorte qu'ils puissent comprendre à quel point c'est intéressant, utile d'être suivi par son coach et surtout qu'est-ce que ça va lui arriver dans le temps. Et ça permet de devancer toutes les objections parce qu'il sait maintenant tout ce qui va lui arriver. Et on présente les prix dans la fourchette du budget que le client nous a identifié. Donc, il y a une échelle de fréquence de consommation qui permet de correspondre à tous les budgets, qui fait en sorte qu'on n'a plus jamais de problématique des gens qui disent oui, c'est trop cher, gna, 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 gna. Enfin, ça n'existe plus quand on a ce genre de process. OK? Donc, et à ce moment-là, bah, il suffit de remplir le contrat et demander le règlement, et le tour est joué.
Donc, alors, si vous avez un problème, un hic, une énième objection, bon, il y a des roues de secours qui permettent de s'en occuper de tout ça dans le process. Néanmoins, si vous avez des problématiques, certains gens, ils ont besoin de dire non aujourd'hui pour dire oui demain. OK? Donc, il y a des effets de relance systématiques qui doivent avoir lieu. Par la suite, vous devez pouvoir les rappeler, savoir comment ils ont progressé depuis votre rendez-vous, parce que certains clients ont besoin d'un petit peu de temps pour le comprendre. Ok, donc ça, si vous voulez, c'est un peu le process commercial auquel on va sûrement voir ensemble dans le module Mieux vendre le personal training, que je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, la suite de l'histoire, ok. Je me permets déjà, je voudrais un petit peu de participation du groupe et vous allez devoir parler haut et fort ou vous mettez dans le chat pour que Didier il m'explique ce que vous avez mis dans le chat. Comment déjà, au niveau de l'expérience client, comment est-ce que vous allez faire pour aider les clients à produire des résultats? Si les clients, ils veulent perdre du poids, ils veulent se muscler, ils veulent être moins stressés, ils veulent avoir moins mal au dos, ils veulent mieux dormir, ils veulent être mieux dans sa tête. Allez, qu'est-ce qu'il va falloir qu'ils fassent? Et je vous écoute tout le monde, hein. Allô? Ne parlez pas tous en même temps, hein? Qui viennent régulièrement, qui changent son alimentation, tout ça. Ok. Régularité, ok. Donc, régularité au club de sport, c'est-à-dire il faut qu'il fasse du sport. Levez la main, c'est celle qui a dit, c'est, nutrition, alimentation. C'est Ok. Maya au milieu de la salle. Pardon? C'est Maya au milieu de la salle. Ok, merci Maya. Donc, il va falloir qu'il change son alimentation. Donc, parce que s'il mange tous les jours chez McDo, ça risque d'être problématique. Donc, si tous les soirs, il sirote une bouteille de Jack Daniels et il ne boit pas d'eau, ça risque d'être difficile pour les résultats. Donc, très bien. Donc, quoi d'autre est-ce qu'il faut qu'il fasse? Alors, vous avez touché venir régulièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire venir faire du sport au club, ok? Ça veut dire changer d'alimentation. Il faut qu'il mange plus de fruits et de légumes qu'il mange de biscuits, ok? Il faut qu'il boit plus d'eau que de Jack Daniels. Donc, on a traité deux tiers de la chose. On a traité, il faut qu'il fasse du sport régulièrement. Faut qu'il mange plus sainement, ok? Ah, Elodie, merci. Je vois dans les chats, tout le monde a un bon sommeil. Donc, ça fait partie de l'équilibre de la gestion du stress. La récupération des sources du stress qui pèsent sur votre organisme. Est-ce que vous savez biochimiquement ce qui se passe sur votre organisme quand vous avez un stress quelconque, une perception stress mental ou un stress régulier physique ou un stress digestif, si vous êtes toujours en train d'attaquer votre tube digestif avec des sucres, avec des sodas à longueur de journée. Qu'est-ce qui se passe? La, sé- Quelle est l'hormone qui réagit avec le la stress? sécrétion de cortisol. Yes, bravo. Tu peux me répéter ton prénom? C'est Alexandre. Alexandre. Oui, c'est Yes, ça. bravo Alexandre, très bien. Donc, le sécrétion de cortisol. Alors, ce vilain cortisol, à chaque fois qu'on a une perception de stress, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cortisol, c'est un hormone catabolique, ça vous détruit les muscles et ça vous augmente le stockage des graisses. Donc, destruction des muscles aussi, ça réduit le métabolisme de base, il fait en sorte que vous avez du mal à brûler les calories que vous ingurgitez. C'est vraiment problématique d'avoir ce cortisol tout le temps. Donc, on s'en aperçoit que l'hygiène de vie aujourd'hui, entre les crises de stress, les problèmes de travail, les enfants, pour les garçons, votre femme qui vous engueule quand vous n'avez pas rangé les choses, etc. Excusez-moi, je fais semblant d'être misogyne pour les femmes. Je suis sûr que nous, les garçons, on vous stresse aussi avec nos manières. La malbouffe, le fait qu'on passe 18 heures par jour assis au bureau, assis dans la voiture, assis devant la télé, vautré dans la canapé devant le Netflix avec le pizza. On a une belle recette et entre le stress et le malbouffe, il se trouve les sodas qui font un petit peu les deux, qui stressent votre tube digestif et votre pancréas et votre sensibilité à l'insuline en permanence. Voilà, c'est vraiment une recette catastrophique, notre méthode de vie actuelle. Donc, il va falloir intégrer dans vos processus
d'expérience et de suivi client, des processus d'analyse alimentaire, activité physique et gestion du stress pour pallier ces trois grandes problématiques que nous avons citées. Ok. Donc, faites en sorte que l'accompagnement avec un personal trainer, ce n'est pas uniquement la partie sportive, mais c'est un regard holistique sur l'hygiène de vie du client au niveau alimentaire, activité physique et gestion du stress. Néanmoins, en matière de marketing, si vous expliquez ça aux gens, ça permet aussi d'agrandir la valeur de votre offre client. Vous n'êtes plus le mec à la salle de sport qui compte les répétitions. Vous êtes quelqu'un qui accompagne la globalité de l'hygiène de vie de votre client. Donc, devenons relativement importants. Et une fois que vous avez commencé à mettre en place des plans d'action, ok, vous devez suivre les plans d'action. Ça veut dire, ce que je vous recommanderais, la règle de base, c'est une fois par semaine, une fois tous les 15 jours quand vous voyez les clients. Lors de l'échauffement, vous faites le point sur qu'est-ce qu'ils ont progressé depuis la dernière fois. Ok. Donc, s'ils fument des cigarettes, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les cigarettes depuis la dernière? S'ils ont envie de diminuer les cigarettes, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis la dernière fois? Est-ce qu'ils sont venus faire leur programme? Est-ce qu'ils se sont endormis un petit peu plus tôt? Est-ce qu'ils ont pris un petit peu de magnésium? Voilà, ce genre de choses. Donc, et on arrive par la suite dans les exercices, dans la partie motivationnelle. Et il va falloir, s'il vous plaît, arrêter de compter les répétitions. Alors, ça peut heurter les sensibilités de chacun. Vous avez sûrement des barèmes de préparation physique avec les nombres de répétitions et des objectifs, etc. Néanmoins, le client lambda s'en fout un petit peu et il n'est pas venu pour qu'on les compte les répétitions parce que les clients, il sait déjà compter. Ok. Donc, alors, ce que je vous propose de mieux, c'est de créer une grande expérience dans les exercices et faire en sorte que vous avez une étude sur votre séquence de coaching lorsque vous motivez quelqu'un, les instructions, quoi faire, l'éducation, qu'est-ce qu'il est en train de travailler et comment mieux travailler, les petites corrections et les détails pour améliorer l'exécution de l'exercice, peut-être intégrer les options qui permettent d'aller un petit peu plus loin, augmenter l'intensité dans les exercices. Et une fois qu'il commence à flancher, eh ben, c'est là où quand, allez Marcel, 3 répétitions de plus et on lève le temps et on y va un peu plus fort et on lui tape sur l'épaule pour qu'il sorte les derniers reps pour qu'il puisse arriver à une plus grosse dépense qu'il n'aurait fait tout seul. Ok. Donc ça, et puis ensuite on a une étape qui s'appelle le déplaceur qui permet d'essuyer le front, déboucher la bouteille, donner à boire au client et amener les clients de point exercice A à l'exercice B rapidement pour qu'on puisse réduire les temps de récupération et augmenter la quantité d'exercices qu'on puisse faire dans la séance. Donc ça, c'est grosso modo le travail sur une séquence de coaching pour faire en sorte que le client il vit un truc wowissime et qu'il y a une expérience et non pas avoir quelqu'un qui compte les répétitions. Donc, et ça permet de décupler l'intensité de la séance, l'efficacité hormonale, métabolique à tout niveau. Donc, si vous faites tout ça, vous avez beaucoup plus de chances de faire des grandes expériences, que les clients seront super contents de continuer à payer le prix fort et qui vous ramènent ses amis. Ok. Juste pour la petite histoire, euh, euh, 99% des coachs déjà diplômés, je ne vois pas l'exécution d'une séquence de coaching dans leur quotidien. Alors, peut-être que vous en parlez un petit peu lorsque vous faites des diplômes et vous en travaillez en formation, j'en suis sûr. Néanmoins, il y a une problématique de perdition de l'information dans le temps. Et quand je vais dans les clubs et je regarde l'état, la gueule des séances de coaching, ça ne donne pas envie aux consommateurs de l'acheter. Et on ne s'en rend pas compte qu'il y a toujours une petite Ginette derrière sur son vélo qui est en train de vous regarder coacher les gens. Et elle peut se dire, je ne comprends pas pourquoi ce coach, on lui paye. Alternativement, elle peut se dire, cette coach, il est génial, il est super motivant, j'aimerais bien qu'il s'occupe de moi. Donc la gueule de votre coaching, c'est vraiment une vitrine qui permet de projeter sur les autres et faire en sorte qu'ils aient envie. Et quand vous allez leur parler derrière, l'impact de ça, ça va parler parce que les gens, ils seront contents de voir ce que vous faites. Ok. Donc l'expérience client est largement symbiote avec, euh, avec votre business. Alors, on va parler très rapidement de marketing. Je ne peux pas vous transformer en 2 minutes en expert en marketing, mais le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est
arrêter le personal branding qui est devenu un buzzword du temps moderne et de l'Instagramification. Quand les coachs sont tous habillés différemment, ils ont des cartes de visite différentes dans un lieu de coaching, comme un club de fitness, c'est là où on se trouve le moins de coaching possible. Là où on se trouve le plus d'exploitation et que les coachs gagnent le mieux leur vie, c'est là où il y a une organisation de charte graphique et que tout le monde se porte la même tenue avec les mêmes cartes de visite, avec les mêmes chartes graphiques, avec la même mise en page sur leur galerie de CV des coachs pour faire en sorte qu'il y a une unité et que les consommateurs dans le club, ils ont une espèce de programmation visuelle qui savent à quoi ça ressemble le coaching dans le club. Et ça, c'est vraiment une règle d'or qui ne peut pas être outrepassée. Ne faites pas l'individualisme, jouez collectif et non solo, s'il vous plaît. Une fois que vous commencez à implanter des process de vente, d'expérience client, de marketing, il va falloir organiser entre les uns et les autres et manager tout ça. Parce que vous voyez, outre-Manche, il y a des postes de travail qui s'appellent Personal Training Manager parce qu'ils appliquent des processus de Personal Training Management. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les uns et les autres dans un club de fitness, il faut qu'ils parlent le même langage. Donc, notamment, lorsque vous inscrivez les gens pour faire cette fameuse processus de onboarding, il va falloir que la personne à l'accueil du club puisse décrire et prescrire les services du personal training. Donc, on voit ici, c'est dans un club de 3000 adhérents à Les Mills World of Fitness à Takapuna. Donc, vous voyez qu'il y a 30 personal trainers dans un club de 3000 adhérents. Ça fait un personal trainer par 100 adhérents. On peut mettre, et ils payent tous $700 de loyer au club parce qu'ils gagnent tous leur vie. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai des services de standard training, l'accès aux machines et l'utilisation des lieux. J'ai les cours collectifs en groupe et j'ai du personal training. Il faut que les clients sachent à quoi ça sert de dépenser plus d'argent dans ces services. Et ce pourquoi je devrais prendre le rendez-vous. Alors, je devrais pouvoir expliquer ça aux nouveaux clients d'une façon qui sera d'accord de suite de prendre un rendez-vous dans l'agenda des coachs, auquel il y a une organisation, une agenda des coachs. Donc, la disponibilité des coachs, il doit être intégré à l'accueil. OK? Et une fois que vous avez tout ça, eh bien, la suite dans l'histoire, c'est d'analyser vos chiffres de performance. OK? Donc, les premiers chiffres de performance qu'il va falloir regarder, c'est parmi combien une centaine de nouveaux abonnés dans le mois, eh ben, il va falloir qu'il y a au moins une cinquantaine d'entre eux qui se sont assis devant un personal trainer pour discuter de ses services. OK, l'idée, c'est de faire vos stades de conversion. Faites vos stades de conversion entre les deux. Et ensuite, une fois que vous, en tant que personal trainer, vous rencontrez les gens, eh bien, si vous avez en dessous de 50% ici entre les gens qui viennent vous voir et les gens qui vous achètent un package de 6 ou 12 mois de coaching, eh bien, si vous êtes en dessous de 50%, c'est qu'il y a un problème de votre technique commerciale. OK? Donc, et ça, c'est le genre de choses qui permettent à tout le monde, le coach et les commerciaux, le manager de fitness, de tous se mettre en question et de savoir s'ils sont sur le bon chemin ou pas. Suivez vos performances commerciales quand vous rencontrez les gens dans la salle. Vous ne passez pas à la suite. Vous notez qui vous a rencontré et quel stade de la discussion a progressé. Donc, parce qu'il y a des étapes. Donc, bon, je vous montre les 7 étapes ici. C'est les 7 étapes de Nick Jarvis. Et est-ce qu'on a pris un rendez-vous commercial? Est-ce qu'on a fait le rendez-vous commercial? Quel était le résultat? Il a acheté, il n'a pas acheté. S'il n'a pas acheté, est-ce que je lui ai fait une séance booster? Si, après la séance booster, est-ce qu'il a acheté? Est-ce qu'il n'a pas acheté? Voilà. Toutes ces choses-là sont des suites logiques de progression de vos processus, ce qu'on appelle un pipeline de vente. Voilà. Et vous devez pouvoir suivre ces activités. Et je vous recommande au cours de ces étapes-là, faites un rendez-vous commercial là où vous êtes assis et vous discutez avec les gens avant de faire des bilans ou des séances d'essai. OK? La simple et bonne raison, c'est que quand vous faites le rendez-vous commercial avec une vente psychologique, assis, discuter, normalement, on se trouve un contrat de coaching, si on le fait correctement, de 6 ou 12 mois de coaching par la suite, pour la plupart des clients. OK? Si vous avez un problème à hic, vous pouvez par la suite proposer une séance.
ok, avec une offre, une bande de réduction pour les appâter, c'est un tout petit investissement qui vous permettra, dans le pire des cas, de lui programmer. Ok? Si vous faites bien cette séance, les gens peuvent acheter par la suite, ça peut les changer d'avis. Ok? S'ils n'achètent pas à ce moment-là, eh bien, vous leur mettez d'accord que vous allez les rappeler dans 6 semaines pour savoir comment ça s'est passé leur programme, pour que vous démontrez votre intérêt à leur bien et non pas leur portefeuille. Ok. Donc ça, c'est une grosse problématique qu'on a rencontrée à Les Mis World of Fitness à Auckland. Et les clients étaient très insatisfaits des coachs qui, et qui semblaient intéressés plutôt à leur portefeuille et non pas au bien du client. Donc, essayons de mettre les choses dans l'ordre. Mais déjà, si vous commencez avec ce processus commercial, c'est largement ce qui est le plus efficace pour vendre du coaching. Il y a trop de coachs qui, euh, qui font la séance d'essai en premier lieu et ils ont beaucoup de mal à vendre. OK? Parce qu'ils n'ont pas fait le travail psychologique nécessaire pour aider les gens à agrandir la valeur perçue, pour faire en sorte qu'ils apprécient le service suffisamment pour investir un budget dessus. Donc c'est pas le bon process et ça cause beaucoup de problématiques de taux de conversion dans le métier des coachs qui ne réussissent pas à vendre. Donc, si ça vous plairait de mettre tout ça dans le bon ordre, on va faire une super intervention prochainement qui sera en présentiel. C'est que moi, David Hurst, je vais venir chez vous, mes amis, chez Damelis à Pau, les 6-7 mars, auquel on va travailler en détail pendant 2 jours. Le fameux module Mieux vendre le personal training avec toute la structure et le process et les jeux de rôle et des petites corrections que vous allez faire dans les interactions de communication interpersonnelle, travailler sur vos manières de prospecter, vous adapter en fonction du profil psychologique des clients, mieux qualifier les gens, mieux bâtir une relation, créer le besoin chez le client. Faire en sorte que les clients puissent se projeter dans une nouvelle vie étant beaucoup plus heureux qu'ils ne l'est actuellement. Et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'augmenter le budget que le client peut investir et sa disponibilité pour venir s'entraîner. Donc, et vous allez pouvoir par la suite, avec la solution, fixer le suivi à long terme avec le client pour que ce soit non pas vous qui le proposez, mais que les clients qui vous demandent Bonjour, monsieur le coach, je voudrais que vous occupiez de moi pendant les prochains 12 mois. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réserver des créneaux dans votre agenda? Merci de me faire un contrat de coaching. Et vous allez pouvoir très aisément présenter les prix à ce moment-là, parce que quand vous allez présenter les prix à ce moment-là, eh bien, vous allez le faire dans le budget que les clients vous a demandé par la précédente. Donc, il n'y a plus jamais de problématique des gens qui font c'est trop cher. Gna, 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 gna. OK, ça n'existe plus et vous allez pouvoir conclure avec le contrat typiquement de 6 ou 12 mois de coaching. Et le tour est joué. Et même si vous avez un énième problème, une objection, un problème, ah oui, ma femme m'a dit que c'était cher, etc., eh bien, vous pouvez devancer les objections et vous pouvez répondre aux objections par la suite avec une process qui s'appelle le roue de secours. Voilà, messieurs, dames. Donc, si ça vous plairait de faire du personal training, je peux me permettre de dire, c'est indispensable. Donc, de commencer par là, parce que vous ne pouvez pas faire des exercices avec les gens qui ne vous payent pas. Parce que sinon, vous allez soit le faire en bénévole, soit vous allez crever de faim. C'est pas souhaitable et je vous souhaite de gagner votre vie et de rester pérenne dans ce métier, s'il vous plaît, parce que vous allez pouvoir aider beaucoup plus de personnes dans ces cas de figure. Vous allez pouvoir changer les vies et rendre les gens en meilleure forme et meilleure santé. Donc, la meilleure façon de vous inscrire pour ça, c'est que vous fassiez un email à l'email qui se montre à l'écran. C'est l'email de Didier. Vous demandez à Didier, s'il te plaît, Didier, réserve-moi une place dans cette formation. J'y serai le 6-7 mars. Voilà. Je me permettrai, juste avant de passer aux questions, donc commencer à clavarder ou réfléchir aux questions que vous voulez me poser sur le business des coachs. Pendant que vous êtes en train de faire ça, vous pouvez sortir vos téléphones et flasher le code QR qui est à l'écran et je me permettrai de vous envoyer ce fameux guide qui est un PDF qui s'appelle Le Manifeste du Personal Trainer. C'est une sorte de développement personnel pour les personal trainers, si vous voulez, avec plus que 2 ou 3 astuces dans le développement du business d'un coach. C'est gratuit. Vous allez pouvoir télécharger ça sur le site que vous allez dessus. Donc, ça, vous pouvez juste flasher le code QR. Et tout à l'heure, vous allez pouvoir accéder aussi au PDF de cette présentation. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des photos.
Très bien. Donc, alors, messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions? Parce que bon, j'ai pris pas mal de temps, donc on va partir aux questions. Alors, pour Thomas, Elodie, Alexandre, etc., tous ceux qui sont en visio, vous pouvez mettre des questions dans le chat. Pour ceux qui sont si présents, vous pouvez lever la main et poser la question ou si vous êtes l'écran devant vous, vous pouvez le clavarder dans le chat. Ou encore peut-être Didier, s'il a des questions qui brûlent, il peut aussi me poser. Moi, je suis là, je t'écoute, hein. Je regarde un petit peu dans la salle. Est-ce que vous avez des questions par rapport Alors, Tom a une question là sur le côté. Je vais tourner la caméra. Voilà, Tom, on te voit. J'en ai une petite, en fait, j'aimerais savoir s'il y a un petit tips en fait pour savoir, par exemple, quand tu dis que pendant le warm-up, tu lui demandes la progression de son hygiène de vie, un peu tout ça. Est-ce Yeah. que si la personne à chaque fois te dit que ben, en fait, elle n'arrive pas à progresser sur certaines choses, comment toi tu peux lui apporter une certaine motivation pour qu'il y ait au moins un petit changement, quoi. Ouais, au tout début, c'est une mise à point, c'est une étape qu'on appelle. Les deux premières étapes dans une séance de personal training, on orchestre toute l'expérience du début à la fin avec des étapes et des process. Et les deux premiers, numéro un, c'est soleil, soyez content de voir votre client et montrez-lui votre appréciation, que vous êtes content de le voir. Soyez chaleureux. La deuxième, c'est un truc qu'on appelle l'état du moment. C'est un temps d'écoute qui permet déjà de savoir dans quel état il se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il a dormi ces derniers temps? Est-ce qu'il a fait des entraînements? Est-ce qu'il a des courbatures qui restent depuis d'autres séances? Est-ce qu'il est stressé, des problèmes au travail, sa femme, ses gosses, etc. Et comment s'est passée l'analyse de son hygiène de vie qu'on a fait par la précédente, auquel normalement il s'est fixé des petits micro-plans d'action pour chaque semaine. Donc, par exemple, imaginons que c'est quelqu'un qui mange un paquet de biscuits par jour. Bon, son objectif la semaine dernière, c'était de diminuer à un demi-paquet de biscuits et rajouter une pomme, par exemple. OK? Donc les genres de questions qui seraient simples, ce serait de dire, alors, raconte-moi un petit peu la semaine dernière, on s'était dit, on passait d'un paquet de biscuits à un demi-paquet. Comment ça s'est passé? Et c'est pas simplement un effet d'aider le client à réaliser petit à petit ses plans d'action, mais c'est aussi, deuxième, lui démontrer de l'intérêt, parce que le client, il est sur le cul à ce moment-là, en train de se dire, oh punaise, ce coach, il est génial, il s'occupe bien de moi, il se souvient de tout ce que je lui ai dit la dernière fois. Donc c'est une portée d'attention qui vaut loin sur l'expérience commercialement parlant et l'appréciation de client qu'il a pour vous. Et le troisième bénéfice, c'est que quand il rentre chez lui, il est en train de penser à vous parce que donc cette semaine, vous lui donnez des petits tips pour mieux éviter les biscuits. Et quand il voit le paquet de biscuits chez lui, il est en train de penser à vous. Et quand il voit les verres d'alcool, et quand il voit les fruits et les légumes, et quand il pense à quelle heure il doit se coucher, et quand il pense qu'il doit venir au club et faire des séances que vous lui avez prescrit de faire, il est en train de penser à vous. Et vous prenez une part plus importante dans sa vie. Et l'impact de ça encore, c'est que le client, il est toujours en train de parler de vous à son entourage. Donc, et vous trouvez du trafic qui se génère dans votre business grâce à ça. OK? Donc c'est relativement important de faire le point sur comment ça s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu vis-à-vis de tous vos plans d'action au niveau holistique. Et s'il rencontre comme tu dis, quand il a rencontré des problèmes, est-ce qu'on peut lui trouver d'éventuelles solutions à ces problèmes? OK? Ouais. Donc, je me permets juste de reprendre un détail dans ton langage, Thomas. Tu m'as dit deux fois dans ta question le mot petit. OK? Donc, pour un personal trainer, il faut qu'il enlève le mot petit de sa bouche. OK? Alors, on peut faire des bons tips, c'est pas des petits tips. On fait un bon entraînement. Si vous faites des intervalles training, c'est pas un petit intervalle training, ça peut être une courte intervalle training. OK? Donc, typiquement, on remplace par le mot petit parce que, en gros, commercialement parlant, le mot petit, ça réduit la valeur de ce que vous faites et ce que vous proposez. Good? Yes? Cool, très bien. Alors, je vais reprendre le mot dans le chat. C'est Oui, Elodie il y qui a a mis. Elodie qui met, est-ce que tu vends toujours? Alors, est-ce que tu mets automatiquement des contrats de 6 mois en place avec un engagement obligatoire? Comment tu Alors, gères un petit peu les durées de tes contrats?
Alors, c'est pas obligatoire, mais quand je dis 6 ou 12 mois, Elodie, c'est le cas de figure qui arrive le plus souvent. Pour un client lambda qui a envie de perdre une douzaine de kilos, ça peut lui prendre 6 mois pour les perdre et encore 6 mois pour les stabiliser. On a tendance à s'y trouver. Alors, on fait du sur-mesure. Quand on arrive à l'étape de la présentation de la solution, quand on arrive, on a fait l'étude des besoins. On arrive à l'étape de la présentation de la solution, on fait un timeline et ça provient en fonction des choses que le client nous a dit par la précédente. Donc, si vous voulez, c'est pas obligé d'être 6 ou 12 mois, mais c'est la plupart du temps, ça arrive comme ça. Alors, si j'ai quelqu'un qui a besoin de perdre 50, 60, 70 kilos, il va falloir que je lui voie un peu plus longtemps. Et ce type de client, ça se pourrait que je lui dise, ben, voilà, dans un an, vous allez peut-être perdre 25 kilos. Pour perdre 50 ou 100 kilos, il va falloir que je vous vois pendant 2 ans. Donc, il y a des cas de figure auxquels ça peut aller plus loin. Ou si vous avez quelqu'un qui vous demande de lui préparer pour un concours pour entrer dans la gendarmerie, ça se peut que ces tests de sélection, c'est dans 3 mois. Et ben, vous lui présenter un plan d'action sur 3 mois. Donc, c'est taillé sur mesure dans la présentation de solutions en fonction de toutes les infos qu'il nous a dit par la précédente pendant l'étude des besoins. Et ça nous permettra de faire en sorte que ce sera vraiment du sur mesure et que les gens apprécient que vous vous êtes occupé de lui et ils sont largement prêts à payer plus cher quand vous faites ce genre de travail sur mesure. Euh, Parlons de l'engagement. J'ai tendance à mettre les durées dans le contrat pour que le client se projette dans l'idée de payer à long terme. Néanmoins, s'il y a un hic ou un problème dans l'engagement, ce que je mettrai, j'ai des exemples de contrats, par exemple, que je fournis au coach. Dans le document que je fournis au coach, je mets une clause de rupture de contrat. OK? Donc, si le client, c'est pour réduire le risque que le client perçoit quand il signe. Si jamais le client il veut arrêter en cours de contrat, il peut. OK? Parce que si les gens perçoivent que peut-être qu'ils vont déménager ou peut-être qu'ils vont perdre leur boulot, et que qu'est-ce qui se passe si ma situation financière change, ou si on se fâche, ou si le coaching ne me plaît pas, ou si je me blesse, ou je n'arrive pas à produire, ou je n'arrive pas à avoir des résultats, qu'est-ce qui, est-ce que c'est les clients de prendre le risque ou est-ce que c'est à vous de prendre le risque? Et ça peut être un frein à la vente. OK? Donc, enlevez le frein à la vente. Vous dites à la personne, écoutez, si jamais à n'importe quel moment vous n'êtes pas satisfait ou vous déménagez ou vous voulez plus vous coacher avec moi pour n'importe quelle raison, vous me dites que vous arrêtez, j'arrête de prendre votre argent. OK? Alors bien sûr, les séances qui sont déjà consommées, ça c'est votre argent à vous. OK? Mais les séances qui n'ont pas encore consommé, ça c'est l'argent à rendre au client. OK? Donc, si vous avez pris 5 000 € sur le client et au bout de 6 mois, il s'arrête, bah, il y a 2 500, vous avez déjà fait les séances, donc ça c'est pour vous. Mais les 2 500 qui restent, ça vous les rendez au client. OK? Et vous allez avoir 10 clients de gagnés pour un de perdu là-dessus sans problème. OK? Good job, Elodie. Merci pour très bonne question. Yes. OK. Le groupe, est-ce que vous avez d'autres questions dans le groupe? Levez la main. Yes. Alors, Marion, budget qu'on demande au client, c'est pas pour lui proposer un tarif moins cher qu'on pourrait proposer à une autre personne. quand on fait un petit peu l'étude du client, est-ce que la finalité tarifaire, alors moi, ce que j'ai compris, vient un petit peu du discours du client, le budget qu'il va allouer ou des trucs comme ça, mais le questionnement, c'est pas au final pour réduire son prix. Alors, le processus du questionnement dans l'étude des besoins, on a ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel. Et cet ascenseur émotionnel permet d'agrandir la quantité d'argent que le client est prêt à payer. Donc, dans ce process, avant qu'on arrive aux questions du budget, on a un levier émotionnel qui permet d'augmenter le budget. Une fois qu'il a constaté son budget, si c'est un petit budget, ça veut dire que la fréquence de consommation des séances sera moindre. OK? Et si c'est un grand budget, bah, la fréquence de consommation des séances serait plus souvent. Donc, ça veut dire que vous vous permettez de maintenir votre tarif horaire de votre coaching
Ça vous permet de avoir une sorte de même fourchette de tarifs horaires pour tout le monde. Mais le curseur, on n'a pas de cas de figure des clients avec des petits budgets ont du coaching moins cher que les clients qui ont un grand budget. Ok, c'est une question de fréquence de consommation qui permet de tailler en fonction du portefeuille du client. En fait, tu régules par ton degré d'intervention. C'est moins il Yes. a d'argent et moins j'interviendrai. Mais en même temps, je le garde et je continue à coacher. Exactement. Donc, je maintiens mon tarif horaire. OK? Donc, je ne brade pas mes tarifs. Je maintiens le tarif horaire. Et si j'ai un client qui n'a pas beaucoup d'argent, peut-être que je vais le coacher une fois par mois. Et si j'ai un client qui est fortuné, bah, peut-être que je vais le coacher 3 fois par semaine. Ça va tout le monde? OK? C'est comme pour les voitures, hein. Il y a les Twingo, il y a les Ferrari. Mais les deux permettent d'aller faire les courses, hein. Moins la Ferrari, peut-être. Ouais, et on paye plus cher. David, ben, on arrive à 10 heures. Écoute, moi, j'ai une petite remarque par rapport à ce que tu viens d'expliquer. Yep. C'est que quand on rentre en école de coach, on se dit, ben, je vais aller chercher de la compétence, de la technicité. Et je veux faire remarquer, là, on a parlé vivre de son métier, vendre des services, etc. On n'a jamais parlé de technique, l'utilité du 8, l'emploi des kettlebells ou l'emploi du home trainer. Et je veux faire remarquer là-dedans que ben, tout le secret de la réussite dans ce métier et de la persistance, qu'on arrive à en vivre, ben, elle vient avant tout du côté relationnel et du côté psychologique qu'on a et du process de vente, hein. On n'a pas parlé, je veux faire remarquer là, de technique d'entraînement, absolument pas. Donc, ben, vivre de ce métier-là, ça passe avant tout déjà par une stratégie commerciale et une dimension relationnelle. Tu l'as dit, aller dire bonjour aux gens, poser son téléphone, avoir du relationnel. C'est le secret, secret avec un S majuscule, pour arriver à vivre de son métier. Ben, la formation CQP là-dessus, qui est plus courte qu'un BP, des fois on se dit, je vais apprendre moins de choses. Non, non, on apprend les choses essentielles qui permettent de démarrer dans le métier et de pouvoir en vivre. Donc, merci beaucoup de ton intervention. Voilà, ça montre bien la dimension psychologique et relationnelle de notre métier qui est énorme et qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà. Et merci beaucoup de cette intervention. Je laisse la salle face à toi. Yes, donc bah, comme tu dis Didier, les meilleures techniques d'entraînement au monde sont très difficiles à dispenser si vous n'avez pas un client qui vous paye pour les avoir. Et voilà. Parce que vous n'allez pas faire ça bénévole toute votre vie. Vous crevez de faim, vos enfants et vos conjoints pareil, parce que vous voulez donner vos techniques et tout le travail que vous faites chez Didier pour apprendre les techniques d'entraînement. Vous avez dépensé du temps et de l'énergie pour faire ça. Vous n'allez pas dispenser ça gratuitement quand même. Sérieusement, vous avez déjà demandé à un plombier de fixer vos tuyaux gratuitement ou un électricien de faire vos circuits électriques gratuitement. Le mec, il va dire, eh oh, j'ai passé du temps à travailler là-dessus. C'est mon métier, je suis un professionnel, je facture quoi. Donc, c'est un peu normal. Voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, puisqu'on est pressé sur le temps, si vous voyez le numéro à l'écran, vous m'envoyez un SMS avec le mot présentation dedans. Et comme ça, je vous envoie un lien avec le PDF de ce que nous venons de voir avec toute cette présentation. Envoyez-moi ça avec vos téléphones de suite et je vous envoie ça. Et on se voit tous, si ça vous plairait bien d'aller plus loin, le 6 et le 7 mars. Marquez ça dans vos agendas et réservez vos places auprès de Didier. Et avec ça, si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un petit mot. Si vous êtes trop timide pour demander les questions devant tout le monde, il y a mon email à l'écran et mon téléphone. Vous pouvez m'envoyer des questions sans problème. Voilà, voilà. Merci beaucoup tout le monde et merci Didier sur l'organisation de tout ça. Voilà, merci David et je te dis à bientôt alors. À très bientôt. On se voit le 6 mars. À bientôt, ciao. Good, good. Hop, alors, c'est que je mets